Imagine la scène. T'arrives le tout premier jour. Le mug étincelant est posé sur le bureau, le petit tote bag floqué au logo de l'entreprise est bien en évidence. Ouais, le grand classique. Voilà. Et là, tu as droit à la présentation institutionnelle de 9 heures, absolument brillante, hein. On te parle de valeurs, de synergie, d'innovation, de la grande famille, de la boîte. La fameuse grande famille, ouais. C'est ça. Mais à 15 heures, le silence tombe. Le rideau se baisse d'un coup. Tu réalises avec un petit vertige que personne, mais vraiment personne, ne sait réellement quoi te transmettre pour que tu puisses juste commencer à bosser. Bah oui, t'es là devant ton écran à te demander ce que tu fais là. Exactement. Ou alors, prends cette autre situation tirée de nos sources. Une remplaçante arrive. Le bureau est immaculé. Sur l'ordinateur, un unique dossier, lourdement nommé Transmission finale V3 bis. Aïe. Elle l'ouvre, elle parcourt les fichiers et elle comprend très vite une chose un peu glaçante. La vraie mémoire du poste, la substantifique moelle du métier, elle est partie avec l'ancien employé. C'est souvent le cas, ouais. Le fichier est vide de sens. Totalement. Il y a aussi ce grand classique du manager. Celui qui te vend une autonomie totale à l'embauche, qui change d'avis 3 fois sur les priorités stratégiques avant midi, et qui finit par te reprocher à la fin de la semaine de pas aller assez vite. C'est un peu la double peine, là. Grave. Et enfin, n'oublions pas l'équipe en fait. Cette équipe un peu épuisée, qui hurle à la direction qu'elle manque cruellement de bras, qui supplie pour qu'on recrute, mais une fois le renfort arrivé, elle garde l'information comme un trousseau de clés privées qui donne accès à un trésor national. C'est fou quand on y pense, c'est vraiment un grand classique du monde professionnel. La vitrine est magnifique, tout est lisse, mais l'arrière-boutique est en plein chaos. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle plongée, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du monde du travail, l'onboarding. Et attention, on va pas parler de la version carte postale, hein. Ah non, pas le café tiède et le badge accroché de travers. La mission de notre exploration aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi le système tout entier s'obstine à confondre un véritable accueil avec ce qu'il faut bien appeler un abandon poli. C'est exactement le terme. Et surtout, on va analyser comment des approches structurelles, comme la méthode Joker Impact et ses fameuses trames 30, 70, 90, permettent de briser cette illusion. L'idée, c'est vraiment de passer d'une vitrine vaguement rassurante à un démarrage réellement tenable. Ce qui est fascinant ici, c'est cette dissonance cognitive massive à l'échelle de l'entreprise. On a d'un côté un discours officiel ultra policé et de l'autre une réalité assez brutale. On demande à un individu d'être parfaitement opérationnel, là, tout de suite, dans une organisation qui fonce déjà comme un train de nuit. Ok, décortiquons un peu ça, parce qu'il y a une différence abyssale entre ce qui est montré à la recrue et la réalité des coulisses. Ouais. En fait, pour imager la chose, c'est exactement comme faire visiter une immense cathédrale dont on montrerait que la façade. Ouais, je vois très bien. Tu places la personne sur le parvis, tu lui montres l'architecture majestueuse, les vitraux qui brillent, tu lui dis « Regarde comme notre structure est belle, rationnelle, lumineuse ». Mais tu lui parles jamais des couloirs cachés. Ni des escaliers dérobés dans la pierre, ouais. C'est ça. Ni de la crypte un peu obscure où tout le monde se réunit vraiment pour prendre les décisions informelles. Du coup, comment il fonctionne ce fameux mode d'emploi invisible dont parlent nos sources, Sam ? Alors, ce mode d'emploi invisible, c'est la culture réelle, par opposition à la culture affichée. Le vrai fonctionnement d'une organisation, il réside jamais dans le petit livret d'accueil imprimé sur papier glacé. Jamais. Le fameux livret que personne ne lit. Exactement. Le vrai mode d'emploi, il vit dans les non-dits. Il vit dans les réflexes qui ont été acquis par l'équipe au fil des années, dans les micro-accords officieux. Genre les trucs qu'on t'explique à la machine à café, quoi. C'est ça. C'est le fameux « Ah non, la procédure d'achat, on l'a fait plus comme ça depuis 6 mois, le document sur l'intranet n'est pas à jour », ou bien normalement, c'est le directeur financier qui valide, mais bon, en ce moment, il est sous l'eau, donc le raccourci, c'est d'aller voir directement la chef de projet au 3e étage. » D'accord. C'est que des règles fantômes qui régissent le quotidien, en fait. Attends, mais si ces règles, elles sont documentées nulle part, comment une entreprise peut légitimement évaluer une recrue là-dessus ? C'est un piège cognitif absolu. Mais oui. On attend de la personne qu'elle devine une architecture complètement secrète, c'est ça ? Et c'est là que le système devient profondément absurde. On prend un professionnel compétent, on le jette au milieu d'un labyrinthe dont les murs bougent, on éteint la lumière, et quelques semaines plus tard, on ose sortir un carnet de notes pour évaluer son sens de l'orientation. C'est lunaire, ouais. C'est une inversion totale de la charge de la preuve et de la responsabilité. L'entreprise se dédouane totalement de son incapacité à formaliser son propre fonctionnement en blâmant le prétendu manque d'intuition du nouveau venu. C'est fou quand on y pense.
Et je crois que c'est vraiment le moment de poser la question à vous qui écoutez cette plongée. Chez vous, on intègre vraiment ou on dépose les gens dans un décor déjà lancé? Vous reprochez au nouveau son manque d'autonomie, mais qu'avez-vous réellement transmis? C'est la question centrale, ouais. Cette notion de transmission bâclée, elle amène inévitablement à la question des responsabilités. Parce que face à un naufrage d'intégration, le premier réflexe d'une organisation, c'est de chercher un coupable. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Vas-y. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait facilement, très facilement, se dire que c'est uniquement la faute des managers. Non? Ah, le fameux manager. Bah oui, on pourrait conclure que le problème, c'est juste des petits chefs qui ont la tête dans le guidon, qui savent pas déléguer ou qui veulent des clones et qui ont zéro pédagogie. Le manager, c'est le bouc émissaire parfait, on est d'accord. C'est facile de dire ça, mais si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est beaucoup plus complexe. Et nos sources sont vraiment formelles sur ce point. L'échec d'un onboarding, c'est presque jamais le complot machiavélique d'un seul camp. C'est pas juste la faute de Michel de la compta, quoi. Non, voilà. C'est une faillite qui est partagée, systémique. C'est vraiment une autopsie où chaque organe de l'entreprise a sa part de responsabilité. Prenons la direction, tout en haut. Ok. Bien souvent, pour eux, l'onboarding, c'est pas un processus humain. C'est une ligne sur un tableur RH. Le poste est pourvu, la case est cochée, le problème de capacité est réglé. Fin de l'histoire. D'accord, il s'arrête là. Ils refusent de financer le temps incompressible de la transmission, tout simplement parce qu'ils le perçoivent comme un temps improductif. Ah ouais. Donc le manager hérite de cette pression-là, en fait. Il doit intégrer quelqu'un, mais sans qu'on lui a donné le temps de le faire. Exactement. Le manager, de son côté, il recrute pas par philanthropie. Il recrute pour se soulager lui-même d'une urgence brûlante, il est sous l'eau. Il veut des bras. Il veut quelqu'un d'opérationnel à la seconde. Conséquence, il alloue aucune bande passante mentale à l'intégration. Il fait un brief d'1 heure en coup de vent et il retourne éteindre ses incendies. Et puis après, il y a le collectif. L'équipe. L'équipe, une équipe souvent fatiguée, qui exige de l'aide à grands cris. Mais curieusement, cette même équipe, comme elle n'a jamais pris le temps de clarifier ses propres processus internes, elle s'avère incapable d'expliquer comment elle travaille. Ce qui explique ce fameux comportement de gardien du temple qu'on voit tout le temps. Voilà, c'est ça. Les anciens protègent leurs précarés parce que c'est leur seule zone de confort, en fait. Transmettre, ça demande de déconstruire ce qu'on fait par pur automatisme depuis des années, et ça coûte une énergie folle. C'est très énergivore. Et pour être tout à fait exhaustif, il faut aussi regarder du côté de la recrue. Ah, les nouveaux aussi ont leur part de responsabilité. Oui, ils peuvent précipiter ce naufrage. T'as celui qui arrive avec ses certitudes, qui veut tout disrupter, exister et imposer sa vision avant même d'avoir pris le temps de lire la pièce et d'observer l'écosystème. Le fameux profil sauveur. C'est ça. Et à l'extrême inverse, t'as la personne complètement pétrifiée. Elle voit que tout le monde court à droite à gauche, tout le monde est stressé, et elle n'ose pas poser la moindre question par peur de passer pour quelqu'un de faible ou d'incompétent. Donc ce réflexe de garder l'information d'un côté et la peur de demander de l'autre, c'est vraiment une tragédie où tout le monde joue son rôle à la perfection pour aller droit dans le mur. C'est le crash assuré. Quand on lit ça, on réalise que l'entreprise crée les conditions parfaites de l'échec. Accueillir quelqu'un sans structure, c'est jeter un plongeur à l'eau avec un tube à percer. Très belle image, ouais. C'est pousser un acteur sur scène sans lui avoir donné son texte. Ou pire encore, c'est donner un tablier dans une cuisine en plein coup de feu, sans préciser quel four brûle et quel couteau coupe plus. Ouais, les brûlures sont garanties. Et l'ironie cruelle là-dedans, c'est que la faute retombera toujours sur le cuisinier qui vient d'arriver, sous prétexte qu'il manque, je cite, d'initiative. C'est terrible. Alors, je vous pose la question. Par rapport à ce qu'on dit, où vous vous situez? Vous êtes celui qui accueille, celui qui garde le savoir, celui qui panique, celui qui n'ose pas demander. C'est une vraie remise en question, parce que le coût de ce flou généralisé, il est dramatique, et il se chiffre. Les entreprises paient ce qu'on pourrait appeler une vraie taxe d'intégration invisible. Une taxe invisible, ouais. Et le prix à payer n'est pas seulement financier, il est profondément psychologique pour l'individu. Et c'est là le point de bascule de notre analyse. Nos documents parlent d'un phénomène très spécifique qu'ils nomment la lenteur honteuse. Ah oui, ce terme. Je trouve ce terme d'une justesse, mais terrible. En gros, quand l'onboarding est mauvais, la recrue ne devient pas seulement inefficace, elle se sent stupide. Elle intériorise l'échec. C'est ça. Elle se recroqueville, elle perd confiance, et l'entreprise, souvent, elle emballe ça sous le cliché un peu facile du ça n'a pas matché entre nous, comme si c'était une question d'incompatibilité chimique, tu vois. Alors que le mécanisme en jeu, il n'a absolument rien à voir avec le talent ou avec ce fameux match. Pas du tout.
Ce que nos sources appellent la lenteur honteuse, c'est en réalité de la surcharge cognitive pure et dure. Le cerveau de la recrue dépense 80% de son énergie à essayer de décoder l'environnement. C'est énorme. Ouais, c'est épuisant. Il faut lire les expressions du manager, deviner les processus, chercher des fichiers introuvables sur le réseau et il reste que 20% d'énergie pour exécuter son véritable travail. Ce n'est pas la fatigue de l'incompétence. C'est la fatigue de manquer de traduction. En fait, c'est exactement comme hériter d'un trousseau de clés massif, bruyant, qui pèse hyper lourd dans tes poches, mais sans qu'on t'ait jamais montré où se trouvaient les serrures. C'est exactement ça. Tu as le potentiel, tu as l'outil, mais le lien entre les deux est juste rompu. Et c'est précisément à ce stade critique qu'intervient la méthodologie développée par des structures comme Joker Impact. Ah, voilà, on y vient. Leur approche, elle part d'un constat sans appel. Il faut arrêter la mascarade du « t'inquiète pas, tu verras, ça va le faire ». Au feeling, quoi. Voilà. Ils opposent à cet accueil de vitrine une véritable mise en route. Ils exigent de l'organisation qu'elle lise le terrain, qu'elle clarifie le poste réel et surtout qu'elle distingue scrupuleusement l'officiel de l'informel. Avant même que la personne arrive. Absolument. En amont. Et pour concrétiser ça, ils déploient des kits utiles et un parcours structuré en trame, le fameux parcours 30-60-90. Alors attends, j'ai souvent vu ce terme de 30-60-90 être utilisé comme un simple calendrier de points d'étape RH un peu vague, tu sais. Mais là, on parle d'un mécanisme très différent, non? Comment ça s'incarne concrètement sur le terrain? Ouais, c'est pas du tout un calendrier. C'est vraiment une feuille de route pour la survie et la montée en puissance de la recrue. D'accord. Prenons les 30 premiers jours. L'objectif exclusif, c'est pas la performance, c'est la compréhension. On ne demande pas à la personne de révolutionner le service. On lui demande d'observer et de cartographier l'écosystème. Donc on calme le jeu sur la productivité immédiate. Exactement. Concrètement, l'entreprise lui fournit une carte explicite. Quel est son rôle réel, au-delà de la fiche de poste complètement obsolète? Qui détient les informations clés? Les vrais sachants, quoi. Voilà. Quels sont les acronymes spécifiques à la boîte? Et, très important, quels sont les pièges politiques à éviter? C'est hyper précieux. Donc en gros, on lui remet officiellement les clés des fameux couloirs cachés de la cathédrale dont on parlait tout à l'heure. On légitime le fait d'apprendre plutôt que d'exiger une espèce de productivité instantanée et factice. C'est exactement l'idée. Ensuite vient le cap des 60 jours. Là, on change de braquet. La personne commence à prendre la main sur l'opérationnel. Elle commence à produire. Oui, mais attention, le mécanisme clé ici, c'est le cadre défini. C'est-à-dire? Elle n'agit pas dans le vide. Elle agit avec des relais qui sont clairement identifiés et surtout avec un droit à l'erreur qui est assumé. Ah, ça c'est rare. C'est fondamental. Le feedback n'est plus une punition qui tombe lors de l'entretien de fin d'année. Ouais, la mauvaise surprise. C'est une boucle de correction, hebdomadaire ou régulière. On ajuste le tir avec elle sans aucun jugement, juste pour caler son rythme sur celui de l'organisation. Super, guerre. Et la dernière étape, les 90 jours. Qu'est-ce qui marque la fin de cette trame, de ce parcours? À 90 jours, l'objectif, c'est la stabilisation. C'est l'obtention d'une véritable autonomie. La vraie autonomie cette fois. Voilà, la recrue sait désormais naviguer seule entre la théorie et la pratique. Elle a ajusté les zones d'ombre. Mais le vrai test de Joker Impact, la preuve ultime que l'onboarding a fonctionné, c'est que la personne devient capable de transmettre à son tour. Ah, génial. Elle a tellement bien compris le système qu'elle peut l'expliquer. La boucle de la transmission est bouclée. Ce qui saute aux yeux avec cette déconstruction, c'est que l'onboarding n'a rien à voir avec la gentillesse. C'est pas un supplément d'âme, c'est pas offrir un déjeuner d'équipe sympa au resto du coin. Non, ça n'a rien à voir. C'est une obligation structurelle. C'est une fondation. Donc, qu'est-ce que tout ça veut dire? Que c'est vital. Comme dit Sophia, la consultante en stratégie des entreprises de la structure Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. C'est une phrase très puissante, parce qu'elle résume bien l'enjeu humain derrière tout ça. En fournissant les bonnes cartes, donc les vrais codes, les bons repères, une entreprise évite des effondrements silencieux. C'est clair. Elle empêche des mois entiers de doutes complètement toxiques. Elle permet à des individus de déployer leur intelligence sur leur vrai métier, plutôt que de la consumer à tenter de déchiffrer un environnement opaque. Pour bien ancrer tout ça, nos sources proposent 2 récits issus de la réalité du terrain. 2 destins croisés, en fait, 2 histoires qui illustrent parfaitement ce concept de destin basculé. Oui, l'impact direct de la méthode ou de son absence. Absolument. Le premier récit, il est profondément triste. C'est l'histoire d'une femme brillante, un CV impeccable, une volonté de faire, un engagement total.
Le profil idéal sur le papier. Le profil de rêve. Elle arrive dans une nouvelle entreprise et pendant 3 mois, son quotidien va se résumer à une seule chose, s'excuser. Ah ouais. Le syndrome classique de l'effacement. Totalement ça. Elle s'excuse d'être lente, elle s'excuse de poser des questions qui semblent déranger les autres. Le mécanisme, il est redoutable. L'organisation l'a placée sur un poste stratégique, mais n'a jamais pris la peine de traduire ce poste. Bien sûr. Les objectifs, ils varient selon l'humeur du directeur. Les processus réels sont enfermés dans la tête d'anciens collaborateurs qui sont beaucoup trop pressés pour les répondre. Et donc, isolée face à ce mur et intimement persuadée, à cause de cette fameuse lenteur honteuse, que le problème vient de ses propres capacités, elle perd pied, C'est tellement violent psychologiquement. elle s'efface. Elle devient l'ombre d'elle-même. Et elle finit par démissionner proprement, sans faire de vagues. C'est un gâchis absolu. Et pas par manque d'intelligence, mais par pure privation de repères. Ouais. Ce récit, il illustre parfaitement le coût humain de l'abandon poli dont on parlait. C'est ça, Mais si on oppose ça au deuxième récit, le récit lumineux, la contrepartie positive, ouais. voilà, là on mesure toute la puissance d'une méthode de transmission assumée. C'est l'histoire d'une autre recrue. Elle arrive dans une structure qui a fait le soin intellectuel de comprendre qu'accueillir, c'est rendre le travail lisible. Et attention, hein, nos sources précisent bien que lisible ne veut pas dire infantile. Il n'y a pas de maternage, de chouchoutage inutile dans cette deuxième histoire. Précisément non. L'entreprise ne l'a pas couvé, elle l'a orienté. C'est différent. C'est très différent. Dès son arrivée, la donne était claire. 3 trames posées sur le bureau pour ses 30, 60 et 90 premiers jours. 2 relais humains clairement identifiés, dont un binôme spécifiquement désigné pour absorber toutes les questions techniques ou informelles. Ce qui libère complètement la recrue de la peur de déranger. Exactement. Des mots simples, des termes métiers qui sont traduits, et surtout des attentes qui sont millimétrées. Elle savait où elle allait. Elle savait exactement sur quoi elle serait évaluée à la fin de son premier mois. Et le droit à la question était érigé en principe de base. Et la conséquence de cette clarté, de cette vraie méthode, c'est que l'intelligence de cette personne, elle a pu se connecter immédiatement au système. La transmission a été réelle, tangible. Elle a trouvé instantanément sa place, non pas par un heureux hasard ou un bon feeling, mais vraiment parce que le cadre structurel lui a permis de le faire. C'est toute la différence entre espérer que quelqu'un survive et organiser activement sa réussite. C'est très bien résumé. Alors, si nous devons synthétiser un peu cette exploration, un onboarding qui tient la route, c'est pas un joli livret PDF que personne ne lit, ni un petit n'hésite pas si tu as des questions lancé entre deux portes. Surtout pas. C'est une vraie mise en route. C'est avoir le courage d'imposer un tempo juste, de clarifier les priorités, de nommer les bons interlocuteurs et de cartographier sans aucune hypocrisie les zones de risque de l'entreprise. En définitive, c'est admettre qu'une organisation, c'est un organisme super complexe. Et que jeter un nouvel arrivant là-dedans en espérant qu'il comprenne tout seul la mécanique interne, c'est à la fois absurde économiquement et cruel humainement. La transmission ne s'improvise pas en effet, alors pour clôturer cette plongée, je m'adresse à vous une dernière fois avec ces mots. Demain, en arrivant au travail, repensez à votre trousseau de clés et demandez-vous, chez vous, on accueille ou on largue pas? On transmet ou on espère? Et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, où vous situez? De très belles remises en question en perspective pour tous ceux qui souhaitent vraiment améliorer le quotidien de leurs équipes. C'est certain, l'accueil, c'est vraiment le reflet exact de ce qu'une entreprise est en réalité, pas de ce qu'elle prétend être sur son site web. Merci pour cet éclairage rigoureux, concret et sans concession. Merci, c'était un plaisir. Et à vous qui nous écoutez, la prochaine fois que vous croiserez une nouvelle recrue dans l'open space, demandez-vous si on lui a simplement montré la façade ou si quelqu'un a pris la peine de lui allumer la lumière dans les couloirs cachés. À très bientôt pour une nouvelle analyse.